source de rhume et de laryngite qui s'éternise, servant par là de porte d'entrée à la tuberculose. Vous qui avez toujours les mains moites et froides, baignées qu'elles sont d'une humidité intarissable et en éprouvez parfois de sérieuses difficultés dans l'exercice de votre profession. Vous, enfin, qui constatez avec peine que des senteurs malodorantes se dégagent le soir de votre personne dès que vous avez marché un peu dans la journée et que la sueur s'est accumulée et a fermenté dans les plis du corps. Vous ne serez plus excusable de conserver davantage une infirmité aussi pénible, aussi pernicieuse et aussi désagréable tant pour vous que pour les autres. L'anhydrosine, qui s'emploie en lotion, est d'un usage idéalement commode. Un simple badigeonnage matin et soir pendant 2 ou 3 jours, avec un liquide incolore, séchant instantanément, ne tachant pas le linge, d'une odeur très agréable et ne laissant après lui qu'un parfum suave. Suavité du parfum contre odeur insupportable, pourrait-on dire, c'est ce prospectus qui vante les vertus de l'anhydrosine du docteur LT en 1900. Eugénie Briot, vous nous parliez tout à l'heure de cette question de l'hygiène et aussi de cette classification sociale selon l'odeur que l'on donne autour de soi. Eh bien, c'est exactement ce que raconte ce texte en 1900. C'est exactement ce que raconte ce texte, en stigmatisant de façon extrêmement forte la personne qui promènerait dans la meilleure société une odeur insupportable et qui se distinguerait du coup négativement du reste de la classe à laquelle elle est censée appartenir. Donc il y a ce ressort de la stigmatisation qui joue et qui joue maintenant sur l'odeur. Alors il y a encore quelques références au visuel qui interviennent, mais on voit que le critère de l'hygiène s'est déplacé du plan visuel, ce qui était le cas depuis la Renaissance, à travers la blancheur du vêtement, etc., le changement de linge qui était très important, au plan olfactif. Et ce critère olfactif, il va dominer jusqu'aux années 80, 90, 1980, 1990. Donc jusqu'à une période très récente, finalement, c'est ce critère de l'odeur qui va distinguer la meilleure société, le bourgeois, l'aristocrate, des classes sociales les plus laborieuses et donc du coup transpirantes et malodorantes. Et évidemment, pour nos auditeurs, on peut évidemment que conseiller de lire Le miasme et la jonquille de Alain Corbin, qui a été un des premiers ouvrages à mettre l'accent sur cette question-là, Séverine Yattard. Et donc le parfum, dans ce contexte-là, Eugénie Briot, n'est plus attribut de séduction, par exemple. Il ne faut pas que ce soit un parfum ou un peu outrageant, ostentatoire. C'est la discrétion. Et à qui s'adresse-t-on ? On s'adresse à la femme mariée, souvent, qui doit séduire, plaire à son mari grâce à sa bonne odeur. Exactement. Donc ce parfum, il est légitimé par l'hygiène. Il faut bien comprendre que dans le climat intellectuel, culturel du christianisme, le parfum est un produit très ambivalent. Parce qu'il est artificiel. Parce qu'il est artificiel, parce que il est finalement, vraiment d'un point de vue anthropologique, c'est le produit qu'on destine aux dieux, qu'on destine... On en parlera demain dans notre émission consacrée justement aux religions et aux parfums. Voilà, donc c'est un produit dont la fonction légitime, c'est de communiquer avec les dieux. L'utiliser pour communiquer avec les hommes et les femmes du monde dans lequel on évolue, c'est un péché pour l'imaginaire chrétien. Et c'est le geste de Marie-Madeleine qui est très important dans cet aspect-là, parce qu'elle sacrifie au pied du Christ ses parfums de pécheresse. Donc elle légitime ce seul usage religieux du parfum. Donc au XIXe siècle, encore, c'est assez présent à l'esprit des contemporains. Utiliser des parfums pour séduire, c'est quelque chose qui est transgressif, qui est encore nimbé d'une aura de péché, qui sent un petit peu le soufre. Et au contraire, utiliser des parfums pour être propre, c'est une vertu sociale qui s'exprime. Donc, utiliser des cosmétiques parfumés, c'est une façon de légitimer le parfum en mettant sur le compte de l'hygiène son usage. Et utiliser des parfums trop violents, trop odorants, c'est au contraire se distinguer négativement. Oui, Rosine Leroux, tout de même, ce paradoxe, voire cette hypocrisie qui vient d'être décrite par Eugénie Briot, ne va pas empêcher l'explosion de l'usage du parfum à la fin du XIXe siècle et l'explosion aussi de la
la palette des senteurs. Il y a la chimie qui va entrer en ligne de compte et qui va changer considérablement ce que l'on peut proposer aux clients et aux clientes des parfumeurs que vous connaissez bien, Rosine Lheureux. Oui, alors donc effectivement, donc la chimie de synthèse permet du coup de démultiplier les palettes olfactives par le biais de mélange, et le parfumeur devient progressivement un artiste en fait, qui tel un peintre en fait va mélanger sa palette et procurer des odeurs de plus en plus spécifiques, de plus en plus originales. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les noms de parfums changent, évoluent. Et notamment, donc, par exemple, Guerlain va à la fin du 19e siècle, commencer à associer en fait un nom de parfum original à un contenant original, et pour produire des produits de plus en plus spécifiques. Donc on invente des noms, on invente des marques d'une certaine façon, ou des sous-marques à l'intérieur d'une marque de parfum. On va inventer donc des gammes qui auront chacune un nom particulier et qui permettront justement que le client de plus en plus lointain souvent s'y reconnaisse. Voilà, donc par exemple, Roger Gallet, autour d'une molécule de synthèse, en fait, va développer une gamme qui évoquera l'odeur de la violette, en fait, qui s'appelle Vera Violeta, en fait. Il va déposer toute une série de marques, y compris des marques de barrage, qui consistent à déposer, par exemple, je dis n'importe quoi, Violetis, Violetto, pour pas être pris, pour que les marques ne soient pas prises. Donc, il va déposer toutes ces marques et il va, en fait, après, déployer toute une gamme de produits, du savon jusqu'à l'extrait de parfum, Vera Violeta, et ça sera le très grand succès, un des très grands succès de cette marque. Je voulais juste revenir, sur l'ambiguïté, en fait, qu'il y a dans les parfums, et pour signaler qu'il y avait à la fin du 19e siècle une déposante qui s'appelait Nathalie Lévy-Falipou, qui a déposé une eau de la Madeleine pour les cheveux, et également un parfum qui a suscité beaucoup d'ironie de Guerlain qui s'appelait le Jardin de mon curé, sur lequel des humoristes ont beaucoup joué sur l'ambiguïté, en fait. On imagine. Voilà. Pour dire qu'on pouvait également jouer sur ces notions-là, quoi, de sacré et de... Eugénie Briot. Oui, le nom du parfum est très important parce que finalement, on est face à un produit, un des seuls, dont on ne puisse pas avoir la perception à distance. On peut difficilement faire connaître le parfum, le faire sentir. Les solutions d'échantillonnage ne sont pas complètement au point à l'époque, donc il faut en parler. Et c'est la presse qui pourra en parler, la communication passe par le mot. Et le fait de choisir un nom particulier et de l'attribuer uniquement à une marque et pas à une autre permet de le rendre unique aux yeux du client et de pouvoir en parler dans la presse. Donc on trouve dans la presse ce qu'on appelle des faits paris. Ce sont des anecdotes mondaines qui sont rapportées, souvent tout à fait fictives, et on vous explique avec... Elles sont inventées, vous voulez dire? Elles sont souvent inventées. En tant qu'historienne, il ne faut pas se fier à ce qui est écrit dans ces rubriques-là. Pas nécessairement. Et elles ont pour vocation de raconter avec force détail que, au bal de la comtesse Tiphaine de Milly, la baronne Marie-Louise de Lauray portait le parfum aux violettes du tsar d'Orisa le Grand et pas un autre sur un mouchoir de chaperon. Donc le nom de la marque apparaît pour distinguer le produit, et si ce nom c'est Violette des Bois, on ne pourra pas vraiment le mémoriser comme étant parfaitement unique. Et puis des parfumeurs comme Guerlain ajoutent à cette idée publicitaire l'idée aussi qu'il faut ne jamais céder sur la qualité. Il en fait aussi publicité, j'imagine, pour justement que son parfum soit choisi par un tel princesse ou voilà, ou il y a autre. vraiment les deux ressorts qui jouent, avec effectivement la caution scientifique qui est toujours très importante et la caution aristocratique qui va hisser le produit parmi les plus hautes sphères de la société de l'époque, et puis par capillarité, les gens vont vouloir s'attribuer toute l'aura de cette aristocratie élégante à travers le produit qu'elles utilisent. Et quoi de plus aristocratique après César Birotteau que le Des Esseintes de Joris Karl Huysmans dans son Un rebours. Nous sommes en 1884 et évidemment, Des Esseintes fait des essais à l'intérieur de son propre appartement et devient une sorte d'artiste parfumeur. Elsa Dupuis. Des Esseintes voulut vagabonder dans un surprenant et variable paysage. Et il débuta par une phrase sonore, ample, ouvrant tout d'un coup une échappée de campagne immense. Avec ses vaporisateurs, il injecta dans la pièce une essence formée d'ambroisie, de lavande de Mitcham, de pois de senteur, de bouquet.
Une essence qui, lorsqu'elle est distillée par un artiste, mérite le nom qu'on lui décerne d'extrait de pré fleuri. Puis, dans ce pré, il introduisit une précise fusion de tubéreuses, de fleurs d'oranger